directeur de recherche à l'INRA. Ceux qui ne savent pas ce que c'est l'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique. Il est aussi nutritionniste, et surtout nutritionniste depuis très très longtemps, et lanceur d'alerte. Et last but not least, auteur de ce livre que je viens de vous montrer, L'alimentation durable pour la santé de l'homme et de la planète. Je peux vous dire qu'il fourmille de détails pratiques sur nos détails pratiques et réalisables, surtout pour nous autres consommateurs et citoyens lambda, pour les mettre en pratique et pour manger mieux. Il y a urgence à agir. Alors il y a 1 milliard d'hommes qui meurent de faim ou de malnutrition par le monde. Parallèlement à ça, il y a 1 milliard d'hommes et de femmes qui souffrent de surcharge pondérale. Autrement dit, soit ils sont trop gros, soit ils sont même obèses. 300 millions d'obèses de par le monde, ce qui est énorme. Une partie des pauvres meurt de faim et l'autre partie de malbouffe ou d'obésité. Car ce sont souvent les mêmes catégories sociales qui sont concernées, à savoir justement les pauvres. Donc à qui la faute? Aux gouvernements qui ne font qu'obéir aux diktats de la croissance économique, justement, ou aux consommateurs qui, eux, achètent justement ce qu'on leur propose et aussi selon leur budget. Ou alors, est-ce que c'est la faute aux multinationales qui cherchent à se positionner dans la course au marché de semences, par exemple, ou qui accaparent les terres bon marché pour faire les agrocarburants? Mais en refusant la McDonaldisation et la malbouffe, les consommateurs, quand ils sont responsables, ont justement un très grand rôle à jouer. Et ils peuvent faire pression sur leur gouvernement. C'est une question de prise de conscience, et donc d'information et de médiatisation. Et voilà, c'est pour ça que nous sommes ici. Pourtant, dit Christian Renessi, et il n'est pas le seul, la survie de la planète passe par un changement de nos modes de vie et de nos modes d'alimentation. Quelles sont les répercussions pour un chercheur qui est en même temps lanceur d'alerte? Très tôt, je me suis rendu compte que la nutrition humaine était vraiment sinistrée, qu'elle n'était pas traitée correctement, analysée. Et vers les années 90, c'était le délire, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un discours scientifique correct, élémentaire, délivré par les médecins, qui parfois en riaient, en disant que finalement rien n'était prouvé, on pouvait bien manger n'importe quoi, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Les grandes lignes des relations entre alimentation et santé sont relativement récentes, si bien que les pouvoirs publics n'ont émis un plan national nutrition santé qu'en 2001 seulement. Donc j'avais pris conscience qu'il y avait un décalage entre l'attention que mes collègues zootechniciens, puisque j'étais à l'INRA, portaient à la confection des régimes pour animaux et de la légèreté avec laquelle on traitait la question de la composition des produits alimentaires. Donc ça m'avait énormément choqué. Donc j'ai commencé à alerter sur cette affaire-là en faisant un petit domino qui s'appelait Alimentation et santé chez Flammarion, puis un autre qui s'appelait Les bonnes calories. Et puis à l'époque, j'ai osé commencer à émettre des critiques sur l'industrie agroalimentaire. Ça m'a valu bien sûr un retard de carrière très significatif parce que l'INRA, après s'être engagé à soutenir l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale, donc il fallait augmenter la production agricole. Ensuite, vers les années 70, l'INRA, c'était clairement, jusqu'à maintenant, ils sont dans un tournant, engagés à soutenir le développement de l'industrie agroalimentaire. Bon, naïvement, j'ai pensé que en m'exprimant, en écrivant des ouvrages, des articles sur ce sujet, donc
qu'on pouvait changer la donne par le biais de recommandations alimentaires sûres. La plupart des personnes sont surtout soumises à une exposition alimentaire, qui est celle du supermarché, et que c'est cette exposition alimentaire qui est dominante, qui a une influence majeure sur le mode d'alimentation des gens. Et donc, si on n'était pas capable de changer cette exposition alimentaire, on ne ferait pas réellement progresser la question de la santé publique. Comment penser l'alimentation sans penser la globalité de l'alimentation? Ça paraît grotesque de ne pas penser à la globalité de l'alimentation. Pourquoi? Parce que la sphère alimentaire elle-même joue un rôle dans le problème du réchauffement climatique, par le biais des gaz à émission de serre, la chaîne alimentaire responsable de pollution à travers l'agriculture et ainsi de suite. Donc il y a un moment donné, il faut penser global, penser la façon de s'alimenter la plus correcte pour la santé humaine et penser la façon de s'alimenter la plus correcte pour l'avenir de la planète. Voilà. On a une feuille de route tout à fait claire qui est justement d'adapter notre comportement alimentaire pour, d'une part, avoir une proportion raisonnable de produits animaux et, bien sûr, de produits végétaux qui sont majeurs, et également de faire le tri dans tous ces produits transformés, parce qu'il y en a les 2/3 qui ne sont pas transformés intelligemment. Et s'ils ne sont pas transformés intelligemment, on en paie les conséquences en termes de santé. Donc, les transformations alimentaires sont indispensables dans une société moderne, mais il faut édicter un code de bonne pratique. Et si l'État ne le fait pas, ce n'est pas l'industriel qui va se forcer à s'assujettir à des règles contraignantes. Est-ce que l'INRA n'a pas une part de responsabilité dans certains produits, je pense aux légumes, céréales et autres produits modifiés génétiquement? Je me suis rendu compte que le concept d'alimentation durable est un concept compliqué, complexe, et que souvent les débats sont centrés sur l'agriculture bio, sur les OGM, autrement dit, sur des approches un peu réductrices. Mais la question des OGM se pose évidemment. Quels sont les OGM qui sont disponibles actuellement? Il y en a 2 types. Il y a des OGM auxquels on a introduit un gène de résistance aux herbicides. Si bien qu'on peut mettre des herbicides très puissants, ça tue toutes les adventices et toutes les mauvaises herbes, et ça ne va pas détruire la plante cultivée. Et le deuxième OGM que l'on trouve, c'est des OGM où on fait produire par la plante des insecticides. L'INRA, dans cette affaire-là, ils ont suivi surtout les grandes firmes, un type Monsanto. L'INRA, via la commande politique, s'est mis complètement au service de l'industrie agroalimentaire. Mais je vous dis, ce n'est pas dire non plus que les chercheurs sont pourris. C'est strictement pas vrai que les OGM sont d'une utilité pour nourrir le monde. Ce n'est pas vrai. Pour nourrir le monde, il faut faire de la bonne sélection génétique, c'est-à-dire il faut des semenciers qui effectivement fassent des croisements intelligents entre des variétés, qui soient adaptées au terroir, qui soient la plus résistante possible aux maladies, qui ne donnent pas le rendement maximum, mais le rendement optimum. Me revient à l'esprit le problème du suicide des paysans indiens, il y a qui se suicident par milliers, puisque la production d'OGM, ils n'ont pas les moyens de racheter des semences et que les semences OGM sont stériles. La société n'a pas cherché à protéger ces paysans. Les pouvoirs publics n'ont pas essayé de protéger les paysans indiens des conséquences d'une utilisation irraisonnée de nouvelles semences, de nouvelles techniques agricoles, ainsi de suite. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, une certaine évolution était inéluctable, mais il y a depuis longtemps, le bateau est ivre, c'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout où l'on va en matière d'avenir d'agriculture, on ne sait pas où on va
en matière de comportement des consommateurs. On ne sait pas où on va en matière de transformation alimentaire. Pourquoi ne pas faire une économie avec une éthique, c'est-à-dire avec un sens, avec un cadre, avec l'obligation de s'insérer dans un ensemble harmonieux. Ne pas nous-mêmes dénigrer, ou en tout cas avoir une position péjorative vis-à-vis des agriculteurs. Alors, c'est pas assez global, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et dans cette pensée générale, enfin d'intérêt général, il faut soutenir l'avenir d'une agriculture paysanne. Je propose qu'on soumette l'aide à cette agriculture à condition qu'elle soit capable de s'associer avec un certain nombre de petits ateliers destinés à la fourniture de produits de proximité. Il faut que l'agriculture se donne une mission nourricière plus directe. Tout simplement avoir cette image de qu'est-ce que représentent les besoins d'une personne en vérité. Je pense par contre qu'il y a une nécessité de davantage relocaliser les productions. Voilà. La relocalisation, c'est un petit peu l'équilibre entre la monoculture et puis ce qui se faisait autrefois où partout on produisait de tout. L'impact de nos souhaits sur notre consommation et l'absence, donc là je vous rejoins dans ce que Madame a dit au départ, l'absence d'éducation des consommateurs, des enfants. La défense de l'emploi à travers le système actuel, franchement, je n'y crois pas un seul instant. Ça veut dire que c'est plus qu'un changement d'alimentation, c'est un changement de société. Oui. C'est pas l'alimentation, c'est la société dans son Mais je suis venu vous parler d'alimentation. Je suis d'accord que le changement d'alimentation est au cœur d'un développement plus durable et accompagnera aussi une autre façon de vivre. Et je pense que tout le monde en aura des bénéfices. Voilà. Et donc, il faut résoudre les problèmes les uns avec les autres. Le premier problème à résoudre, c'est d'abord que l'alimentation ne change pas le phénotype de mes petits-enfants. C'est-à-dire, je n'ai pas envie que demain, nos enfants ne soient ni agiles, ni vifs, ni trop gros. Enfin, je n'ai pas envie qu'ils soient trop gros. J'ai envie qu'ils puissent rester des êtres en harmonie avec une alimentation naturelle. Est-ce qu'il y a un réel danger dans l'alimentation que nous avons aujourd'hui par rapport justement aux pesticides, par rapport à tout ce qui est polluant? Puis la deuxième vraie question, c'est est-ce que le problème d'alimentation, c'est pas l'eau? Tel que l'est le danger, c'est un danger prégnant, extraordinaire, c'est l'obésité. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la transition alimentaire, le passage d'une alimentation à base de produits issus des campagnes qu'il fallait accommoder par l'acte culinaire, de passer de cette étape-là à l'étape industrielle qui a provoqué une épidémie mondiale d'obésité. Un changement métabolique tel fait que le paradoxe, c'est qu'on si on a des enfants, si on se reproduit, finalement, on va accentuer cette propension à la surcharge pondérale et au diabète. Donc, c'est l'amorce d'un changement en profondeur du phénotype humain. C'est tout un ensemble, il y a toute une hygiène de vie à promouvoir pour que l'alimentation... Les enfants qui étaient réellement bien nourris, avec des aliments naturels, qui acceptaient de les prendre, donc étaient des enfants vraiment bien choyés, bien nourris, par rapport à des enfants qui étaient nourris avec de la junk food, c'est-à-dire beaucoup de soda, beaucoup de produits de grignotage, ainsi de suite. On dit que c'est là, ils ont un comportement plus facile, j'allais dire, plus capable davantage d'écouter, capable davantage de bouger, capable davantage d'avoir un comportement normal. Donc comment on peut concilier la vertu écologique donc, de nos actes d'achat avec le plaisir de manger, le plaisir de cuisiner, le plaisir. Savez-vous que l'industrie s'est bien amusée à faire la dictature du plaisir?
comment ils font? Ils mettent des arômes en particulier. Et donc, qui dit plaisir, dit complexité, dit frustration, et ensuite satisfaction du plaisir, et pas plaisir immédiat, pas plaisir partout. Tous les aliments dans un repas doivent avoir le même goût. La patate, elle, peut avoir goût neutre, être accompagnée d'un peu de sauce et de plus de goût. Enfin, tout ne doit pas être sur le même. Le riz blanc est là pour accompagner. Tout ne doit pas être mis sur le même plan. Le monopole du plaisir, personne ne l'a. Et je peux vous dire que franchement, le fait d'adopter une alimentation entre guillemets naturelle, parce que bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail de l'homme derrière ou du travail de ceux qui le préparent, mais cette alimentation naturelle est vraiment une source de plaisir infini. Le monopole du plaisir, c'est surtout pas le plaisir immédiat, le plaisir manipulé, le plaisir revendiqué par l'industriel qui est certainement la solution, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous suggérez ou qu'est-ce que vous proposez de manière à ce qu'il y ait une prise de conscience beaucoup plus générale? Ce que je propose, c'est effectivement un plan national d'alimentation durable. Alors, dans ce plan national d'alimentation durable, j'y mets 5 points. Premièrement, l'agriculture nourricière et écologique, donc développer une agriculture nourricière et écologique. Deuxièmement, donner un cahier des bonnes pratiques à l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire transformer intelligemment. Certaines transformations n'en veulent pas. On ne veut pas des sodas à l'aspartame, c'est complètement inutile, ça fait du mal aux femmes enceintes, à nos enfants, tout ce que vous voulez, on n'en veut pas. Donc, cahier des charges d'industrie agroalimentaire. Labellisation de magasins du type alimentation durable, donc des magasins qui, d'une part, auraient fait le tri dans les produits industriels inutiles ou nuisibles, donc ils feraient une large place aux produits d'agriculture biologique, mais aussi aux produits de qualité de l'agriculture conventionnelle ou aux produits transformés intelligemment. Donc, avec le maximum possible de proximité, le maximum possible d'échanges équitables, le maximum possible d'informations sur le résultat des courses en termes d'équilibre alimentaire, en termes de bilan écologique, ainsi de suite. Bon, ça c'est le quatrième point, c'est ça? Agriculture, industrie. Oui, alors le quatrième point, passer enfin des messages au public. Passer un message au public, il existe une façon de s'alimenter qui est bonne pour l'homme et bonne pour la planète, que ceci nécessite en particulier de réduire la part des calories d'origine animale, de pratiquer un maximum des achats de saison, des achats de proximité, d'essayer de faire sa propre révolution culinaire, c'est-à-dire d'être capable de se prendre en charge simplement et sûrement. Voilà, donc, et le cinquième point, c'est le suivi nutritionnel. Parce que ça, c'est le scandale majeur. Sachez que la nutrition est une discipline sinistrée. Il n'y a quasiment pas de nutritionnistes en France. La qualité des aliments est contrôlée par les vétérinaires. Hein? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'organiser, de penser l'alimentation du moment qu'on a tout le bouleversé? Il faut maintenant repenser cette alimentation et en faire quelque chose sur lequel, un élément sûr, sur lequel on puisse assurer une partie de notre avenir.